Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David, ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, vers une réforme du permis de conduire, point d'interrogation. Une révision médicale obligatoire tous les 15 ans à l'horizon. Le Parlement européen sur le point de voter sur cette proposition la semaine prochaine, présentée comme un gage de sécurité routière pour ses partisans. Cette mesure est critiquée par ses opposants qui y voient un risque de perte d'emploi et d'isolement social. Un débat s'ouvre sur cette question. Puis à partir de 19h30, nous verrons que la filière auto recrute chez les plus jeunes. Et puis souriez en cas d'accrochage, vous êtes filmé. On évoquera ainsi la mode des dashcams sur les voitures, ces caméras qui enregistrent tout ce qui se passe pour avoir des preuves en cas de problème. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et on démarre par le coup de gueule avec Jean-Jacques de Renage. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir Céline et bonsoir Philippe. Comment ça va ? Cécile, pardon. Oui, ça va, merci. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous vouliez pousser un coup de gueule contre les constructeurs ? Moi, je voulais pousser un coup de gueule contre les constructeurs automobiles qui mégotent un peu sur la qualité des pièces des voitures en monde d'origine, puisque on se retrouve maintenant avec, par exemple, des disques de frein que vous êtes obligé de changer à 50 000 km en même temps que le premier jeu de plaquettes, alors que quand vous passez, donc vous remplacez ce disque par un disque acheté dans le commerce, eh bien, vous faites deux fois plus de kilomètres avec ce disque. C'est valable aussi pour d'autres pièces comme ça. Et pourquoi voilà, Jean-Jacques, ça veut dire qu'avant, sur les voitures de première monte, les disques étaient beaucoup plus résistants. Enfin, en tout cas. On disait que les pièces constructeurs étaient bien plus costauds que les pièces de remplacement, et on s'aperçoit maintenant que les pièces de monde d'origine, elles font moins longtemps que font celles que l'on remplace après. Et vous avez aussi le même constat sur d'autres pièces, par exemple, ou pas du tout ? Moi, j'ai eu l'expérience avec des disques de frein où j'ai fait une révision et on m'a dit, monsieur, vos plaquettes sont foutues. Alors bon, des plaquettes qui sont foutues à 50 000 km, oui, c'est cohérent ça. Ouais. Ça me choque pas, mais on me dit en même temps il faudra changer vos disques parce qu'ils sont arrivés à l'épaisseur minimale. Et c'est pas le même prix les disques. Non, c'est sûr. Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club, est avec nous. Bonsoir Yves Cara. Bonsoir. Est-ce que c'est possible ça ? Oui, c'est possible. On rogne un petit peu sur la qualité, peut-être même un petit peu sur l'épaisseur pour gagner un petit peu partout. Et je discutais avec des ingénieurs, des équipementiers. Ils me disaient que le problème qui allait arriver dans les 5-10 ans, c'est la connectique. Parce qu'il y a plein de connecteurs partout et ça va bouger et donc ça va allumer des voyants qui passeront pas au contrôle technique. Ça arrive. Ça va être un problème. Mais juste un chiffre, vous faites 5 millions de voitures à 4 cylindres, ça fait 20 millions de cylindres. Si vous gagnez 1 euro par injecteur, ça fait 20 millions d'euros de bénéfices en plus. Ça change tout quand même. Bien résumé. Les économies d'échelle sont tellement considérables que voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé Jean-Jacques pour ce coup de gueule. On vous embrasse, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant sur ce débat sur la réforme du permis de conduire. On en parle là tout de suite. On est ravis de vous retrouver dans cette émission spéciale automobile avec Philippe David tous les jeudis entre 19h et 20h avec ce débat, faut-il mettre fin au permis de conduire à vie ? On va en parler avec notre invité, Florène Julien qui est avec nous, membre du collectif Sauver des vies, c'est permis. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Yves Cara, qu'on a annoncé il y a quelques instants, porte-parole de Mobilité Club France, avec ce sujet qui fait débat, nécessaire, un sujet nécessaire sur ce permis à vie. Alors d'abord, forcément, Florène, j'ai envie de vous demander votre histoire, la création de ce collectif, parce que forcément c'est lié à une histoire totalement personnelle. Oui, en effet, c'est vrai que c'est lié à une histoire personnelle et très récente. Ma maman, qui s'appelait Jacqueline, elle est décédée il y a 3 mois, le 14 novembre dernier. Elle allait faire une randonnée avec ses amis dans les Calanques et elle allait prendre sa voiture. Elle a traversé le passage piéton et il y a un monsieur qui l'a renversée, qui l'a d'abord renversée et qui a ensuite continué à rouler parce qu'en fait, il ne l'a pas vue. Il l'aurait confondue avec un conteneur de poubelle. Elle est décédée 40 minutes après. Et pour nous, en fait, juste toute notre vie a changé à partir de ce moment-là. Et en fait, j'ai compris que malheureusement, il y avait des personnes qui n'étaient pas capables de conduire, qui étaient sur les routes, et que tant pour les protéger que pour protéger aussi les automobilistes et les piétons, il fallait trouver des solutions. Le conducteur, si on a bien lu, avait 86 ans, c'est ça ?
Oui, le conducteur avait en effet 86 ans, mais depuis qu'il s'est passé ce terrible accident, je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu ce type d'histoire avec des conducteurs plus jeunes. Donc en fait, je pense que ça peut malheureusement arriver à tout âge de juste pas être apte à conduire. Ouais. Yves Cara, forcément, quand on entend ça, ouais. on a tous vu effectivement sur la route des gens qui ne semblaient pas aptes à conduire, quel que soit l'âge. Si c'est un problème d'expertise, un problème de santé, il y a beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, est-ce que l'idée de se dire qu'on doit peut-être imaginer une autre formule de permis, est-ce que c'est possible ? Il faut en tout cas prendre en compte le fait qu'il faut être en état physique et mental de conduire. Donc vous l'avez tout à fait dit, effectivement, ça ne dépend pas que de l'âge, loin de là. Alors il faut dire quand même que pourquoi cette limite de 15 ans ? Il faut dire quand même aux auditeurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent, que à partir de 2033, je crois, tous les 15 ans, on devra renouveler le permis. Mais le permis, quoi, le permis pour mettre l'objet, pour mettre une autre photo et pour mettre la nouvelle adresse. Et pour accompagner ce changement, on s'est dit, tiens, on va faire une visite médicale. Alors, nous, on n'est pas favorable à cette mesure de la visite médicale et je vais expliquer pourquoi. D'abord, parce que dans les pays où ça a été mis en place, Espagne, Italie, Portugal et Pays-Bas. Il y en a 14 dans l'Union européenne. Et il y en a 4 autour. Donc la moitié des pays. Oui, ça n'a pas fait progresser la sécurité routière. Il n'y a pas de preuve, en tout cas. Vous pouvez lire ce que vous voulez. Il n'y a pas une preuve qui dit, bon, depuis qu'on a mis cette mesure, grâce à cette mesure, ça a baissé. Malheureusement. Hein. Moi, j'ai trouvé des preuves. Ah, allez-y, oui. Je vous écoute. En Espagne, en tout cas, sur un an, il y a eu moins de 10% de personnes âgées, seniors, qui ont été victimes d'accidents suite à la mise en place de cette mesure. Après, c'est tellement multifactoriel que... Je suis d'accord, mais du coup, je pense qu'on peut aussi trouver... Après, dans les autres pays, c'est pas le cas. Donc, on pourrait débattre de ça, mais en tout cas, il n'y a pas d'organisme qui dit on a fait une étude grâce à ça. Et si c'était le cas, croyez bien, Mobilité Club France, on dirait allons-y, pas de problème. Alors, si vous voulez... Pardon, je vous coupe. Si vous voulez en parler, si vous avez, vous aussi, été victime d'un accident, ou alors vous avez peut-être un parent qui est plus apte à conduire et c'est compliqué pour vous de lui dire, vous nous appelez 0826 300 300. Est-ce que ça n'est pas le rôle peut-être des médecins, Yves Cara ou Géliane, de dire voilà, j'ai dans mon cabinet visiblement madame, monsieur, voilà, est-ce que vous conduisez, est-ce que bon là il y a un truc à faire? Alors oui, tout à fait, c'est le rôle des médecins. Aujourd'hui, ils peuvent pas le faire. Ouais. Je pense que ce serait génial qu'ils puissent le faire demain et je pense que c'est complètement compatible avec la mise en place de cette visite médicale. Cette visite médicale, elle vise à dire quoi? Tous les 15 ans, quand vous renouvelez votre permis, on ne remet pas en question votre permis, on va pas vous demander de repasser votre permis comme si vous aviez 18 ans. On vous dit juste, vous allez faire un test de vue, vérifier votre audition, vérifier vos réflexes. Et en parallèle, si entre cette période, le médecin traitant repère quelque chose, il vous alerte et il peut également, on peut lui donner les moyens de faire plus. Mais en fait, cette visite médicale, elle ne remet pas en question le permis, elle vise juste à s'assurer que les personnes qui ne sont plus capables de conduire, elles ne conduisent plus et on leur trouve des solutions adaptées pour se déplacer. Ouais, pas vous demander de repasser votre code. Mais Yves Cara, est-ce que ce serait nécessaire avec le changement des... Dans certains États américains, il faut repasser le permis. C'est juste l'examen pratique. Ça dure 10 minutes tous les 5 ans. Dans certains États américains. Oui, est-ce que ce serait pas... Parce que, je vais vous prendre un exemple. Mon grand-père avait eu le permis de conduire en 1923 pour entrer dans la police. Il n'a jamais conduit de sa vie. Et il pouvait acheter une voiture de sport et conduire à 150 à l'heure s'il avait envie. Est-ce que c'est pas un peu dingue quand même? C'est pareil avec les permis bateau. Moi, j'ai passé le permis bateau il y a 40 ans. Je pourrais prendre n'importe quoi, sortir du port. Et non, donc, effectivement, il y a ce problème-là. Donc c'est un vrai souci, ça. Oui, il peut y avoir un souci. Maintenant, dans tous les États, on peut toujours trouver effectivement un État ou un pays qui fait des choses un petit peu, qui prend des mesures un petit peu plus coercitives. Nous, notre proposition, en fait, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, mademoiselle, c'est que il faudrait vraiment sensibiliser le corps médical, médecin de famille, médecine du travail, à la capacité physique ou mentale à conduire, mais quel que soit l'âge. Et avoir effectivement la possibilité d'alerter soit la famille, soit, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, on peut déjà saisir le préfet, etc., mais c'est la famille qui doit le faire, donc dans les faits ça se fait pas, parce que qui prendrait cette responsabilité? Et la personne qui a renversé ma mère, ça fait 3 mois, elle a toujours son permis. Voilà, donc ce serait une prise en compte tout au long de la vie, parce qu'entre 15 ans, il peut se passer plein de choses. On peut devenir diabétique, on peut faire des crises d'hypoglycémie, on peut être épileptique, on peut s'adonner à l'alcool, et là on le voit tout de suite. En plus, il y a des, pardon je vous coupe, mais il y a des pathologies
pathologies qui vous interdisent de conduire. Oui, l'épilepsie, par exemple. Épilepsie, quand on prend certains médicaments. Donc voilà, tous les 15 ans, ça résoudrait pas le problème de fond, qui est pas seulement l'âge, vous l'avez dit, mais il faudrait vraiment, et nous c'est notre proposition, qu'il y ait une vraie sensibilisation, mais ça peut être aussi des aides-soignantes, des infirmières qui vont à domicile, pas que chez les personnes âgées, pour prendre en compte ce problème de la capacité ou pas à conduire. Mais quand on voit le cas du conducteur qui a tué la mère de Florène, ça rappelle une affaire qui s'est passée à Saint-Malo l'été dernier. Un homme de 81 ans a tué une personne sur un passage piéton le 7 avril. On lui a laissé son permis. Le 3 juillet, il en a tué un autre sur un passage piéton en blessant grièvement sa fille. Là, les pouvoirs publics se sont décidés à lui retirer son permis. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu lui retirer dès le premier? Parce qu'a priori, il y avait quand même un problème. On aurait évité un mort et une blessée grave. Alors effectivement, il y a eu des décisions qui ont été prises. Si une personne a causé un accident et que visiblement c'est à cause, parce que ça peut être de l'inattention, malheureusement simplement, mais si c'est à cause de ses capacités physiques ou mentales, il y a un examen médical qui peut être demandé. Donc c'est pas systématique, etc. Non. Donc je suis d'accord. Donc oui, on peut progresser là-dedans, mais encore une fois, ça dépend pas. On peut avoir un moment d'inattention une fois, quel que soit l'âge. On peut prendre de l'alcool, prendre de la drogue, etc. Oui. Maintenant, quand on avance en âge, ce qu'on constate, nous, à Mobilité Club France, c'est que souvent, spontanément, alors c'est plus facile quand on est en couple, parce que s'il y en a un qui arrête de conduire, l'autre, s'il peut conduire, c'est plus facile. Mais spontanément, les gens arrêtent de conduire parce qu'ils se sentent plus en sécurité. Florène Julien. En fait, pour moi, c'est pas suffisant. Enfin, j'entends la sensibilisation, mais allons-y, sensibilisons qui vous voulez. Mais en parallèle, il faut mettre en place des visites médicales qui, tous les 15 ans, font rentrer dans nos habitudes le fait que c'est normal de vérifier qu'on est capable de conduire. Je rappelle que les taxis le font, les personnes qui font le ramassage scolaire le font. Les professionnels, bien sûr. Mais bien sûr, mais ils sont dans une voiture comme moi. Quand je conduis ma voiture, en fait, depuis le décès de ma maman, mais vous imaginez pas à quel point je me questionne chaque seconde sur mon aptitude à conduire. J'ai eu mon permis quand j'avais 18 ans, entre-temps j'ai eu des lunettes, je n'en avais pas avant, et en fait je me dis mais mince, à aucun moment je me suis questionnée sur la voiture alors que c'était un vrai sujet. Donc en fait il faut évidemment sensibiliser, mais mettre en place cette visite médicale, c'est complémentaire à ce que vous dites et c'est nécessaire. Et ça ne remet pas en question la capacité de conduire pour les personnes qui sont aptes. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous dit que dans quelques années on dira bon, cette visite médicale d'un médecin qui va vous voir une fois tous les 15 ans, même pas le même 30 minutes, qui va décider ou pas de votre vie, parce que ça peut changer et bouleverser une vie. Mais tout à fait. Donc, alors que vous êtes tout à fait apte peut-être à conduire dans votre vie, dans les quelques kilomètres peut-être que vous faites parce que vous êtes dans une maison isolée, et ça suffit, et vous êtes apte à le faire. Mais vous n'êtes pas apte à faire un Paris-Lyon que vous aurez peut-être arrêté toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, on pourra le prendre en compte dans le cadre de la visite médicale, et surtout, je pense que ce qui est primordial, c'est de dire, n'isolons pas les gens. Les personnes qui ne sont pas capables de conduire, c'est pas leur faire un cadeau que de leur dire de conduire. La personne qui a tué ma mère à 86 ans, je pense que sa vie est foutue. Donc, trouvons à toutes ces personnes des possibilités de ne pas conduire, mais justement de trouver comment se déplacer et répondre à ses besoins. Tout à fait. Mais n'oublions pas que mettre en danger sa vie et la vie des autres, en fait, c'est irréparable. Là, la mort, c'est irréparable. On ne peut pas revenir en arrière. Vous l'avez dit, l'idéal, ce serait que poser le volant à un certain moment de sa vie, ce soit pas un problème et ce soit pas un traumatisme. Faudrait l'anticiper et avoir d'autres solutions de mobilité. Ce sera la vraie solution. Mettons-nous au travail. Yves Cara, est-ce que sincèrement, cette personne de 86 ans est-elle apte elle-même à dire si elle peut conduire ou pas? Visiblement pas, là, dans ce cas-là. Surtout s'il y a récidive quelques temps après. Mais encore une fois, on prend le cas à Saint-Malo, sur la même avenue en plus, qui est une grande ligne droite. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, il y a plein de cas particuliers et on peut en prendre plein de jeunes, plein de qui ont provoqué des suraccidents, etc., etc. Je dis pas ça, mais effectivement, nous, cette visite des 15 ans ne nous suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un suivi régulier et on veut que le corps médical soit sensibilisé à la possibilité ou pas de conduire. C'est pour nous beaucoup plus. Et le Conseil national de sécurité routière n'y est pas favorable non plus. Mais je vais même réfléchir. Pardon, je vais même aller plus loin. Moi, je croise des gens sur la route qui ont 25 ans, 30 ans, 40 ans, et qui, à mon sens, ne sont pas aptes à conduire. Bien sûr, c'est-à-dire que freinage d'urgence, ils savent pas ce que c'est. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait aussi réfléchir à changer aussi la façon dont on apprend aux gens à conduire, ce qu'est une voiture, comment elle fonctionne aussi. C'est ça qui est important à la base. Tout à fait. Mais je vais vous raconter une anecdote. Si on va plus loin. Qui s'est passée avec ma compagne. On était en vacances. Elle était derrière une voiture qui s'est mise à reculer. Elle était en vélo.
et elle a failli se faire écraser. Heureusement, une personne est arrivée. Moi, j'étais un peu loin, etc. Bon, je vais être court. C'était sur une île, l'île d'Oléron, donc pas de transport en commun. Elle habitait à 3 km. Cette dame, sans la voiture, elle peut pas vivre, elle va en EHPAD. Mais elle était à la limite. Alors, j'ai beaucoup discuté avec elle. Elle avait une aide à la conduite, mais elle avait pas la caméra. Elle avait juste le signal sonore. Mais le signal sonore, quand il s'est déclenché, elle croyait qu'elle était plus près de la voiture. Il y a tout un... Mais elle faisait que 3 km par jour et encore pas tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour cette personne? Je suis d'accord. Là, il y avait un vrai problème. J'ai discuté avec elle. Je l'avais vu, pour tout vous dire. Après, il y a des voitures électriques qui sont moins dangereuses. Des voitures électriques, c'est beaucoup moins dangereux si on percute quelqu'un. Parce que c'est beaucoup moins lourd déjà et ça roule beaucoup moins vite. Ah non, elle n'a pas percuté. Elle démarrait juste. Hein. Oui. Elle démarrait juste. Mais une voiture électrique, ce serait la bonne là, on était à la limite. Mais elle avait pris conscience de ça. Elle s'en servait que pour le minimum. Et le minimum, ça a failli causer un accident. Et moi, peut-être que c'était le minimum, le cas de ma maman aussi. Et en fait, moi, c'est pas passé. Et juste ce que je voudrais dire par rapport à cette visite médicale tous les 15 ans, c'est une directive européenne qui laisse ensuite la possibilité aux États membres de choisir comment ils veulent l'appliquer. Libre à nous de dire, tous les 15 ans c'est pas assez, on veut faire différemment, on veut en plus sensibiliser les médecins. Mais juste passer à côté de cette possibilité de dire oui, il nous faut des visites médicales, franchement ce serait une grave erreur, je pense. Et cette personne-là avait 67 ans. Allez, c'est ce qui est très jeune quand même, en tout cas. 0826 300 300 avec Christian qui est avec nous. Bonsoir Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir. Écoutez, moi je voudrais apporter mon témoignage tout de même, qui est pas tout à fait dans le sens général de votre émission. J'ai 75 ans. Oui. Je suis motard, j'ai une voiture, j'ai aussi un fourgon, mais je préfère circuler en moto. Je fais 15 000 km par an en moto, hein. Ah ouais. Donc je suis un gros rouleur régulier. Oui. Voilà, tous les jours je vais au collège j'amène ma petite, je la ramène, enfin voilà. Ce que je comprends pas, c'est que moi je vois vraiment une dégradation une dégradation de la conduite routière tous les matins, où ça devient un véritable danger pour les motards, un peu avant 8 heures le matin. Les gens conduisent, les automobilistes qui se rendent au boulot, ils conduisent, mais alors vraiment comme des fous. Vous êtes à 80, 90 parce que vous en avez un qui sera toujours derrière vous à vous coller sur des petites routes, départementales. Départementales, voilà, merci beaucoup. Et ça va vous doubler, ça va franchir les lignes jaunes, ça va se rabattre. C'est vraiment devenu extrêmement dangereux. Voilà. Christian, on vous a en ligne là. Est-ce que vous seriez enclin, vous, à dire, j'ai 75 ans, je vais me soumettre à une peut-être un test de savoir si je suis capable de conduire et encore une voiture et encore une moto. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choquerait? Et encore une fourgonnette, comme vous avez aussi une fourgonnette. Oui. Oui, j'ai aussi un fourgon, un Mercedes. Oui, bon. Alors là, je suis pas d'accord parce que comment vous dire. Moi, je suis à la campagne, je suis vraiment au milieu des bois, vraiment à 15 km ou 20 km du collège de ma fille, enfin de mon adopté, et vraiment, on me supprime de quoi conduire. Moi, qu'est-ce qui me reste? Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est ce qu'on dit. C'est un vrai souci. Voilà. Restez avec nous, Christian. Restez avec nous. On a un médecin au téléphone, Jean-Paul Hamon, qui est avec nous. Jean-Paul Hamon, bonjour, merci. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On est sur ce sujet finalement du permis. Est-ce que à un moment donné, passé un certain âge, il faut instaurer une visite médicale? Est-ce que on se posait la question, est-ce que finalement c'est pas aux médecins de dire à leurs patients à un moment donné, est-ce que vous conduisez encore? Parce que là, c'est un vrai problème en fait. C'est clair qu'on a souvent cette discussion-là avec les personnes âgées qui elles-mêmes sont extrêmement angoissées parce qu'elles sentent bien que quand on leur supprime le permis, c'est toute une part de leur autonomie qui va disparaître. Ils vont être obligés de demander à des personnes de les accompagner. Et c'est un vrai souci et c'est une vraie angoisse chez les personnes âgées. Donc, moi, je note souvent que en fait, elles sont extrêmement raisonnables, c'est-à-dire que elles ne font pas de longue distance. Quand elles
quand elles vont dans leur maison de campagne ou quand ils vont en vacances et qu'ils ont 400-500 km à faire, bien souvent c'est un membre de la famille qui conduit la voiture, et puis ils conduisent eux sur des petites distances, et ils sont toujours extrêmement prudents. D'ailleurs, à ce sujet-là, ce serait bien de mettre le sujet sur la table pour la SNCF, qui est en train de supprimer les trains auto. Oui. Les trains auto-couchettes où on met les voitures à l'arrière, c'est ça. Exactement. Trains auto-couchettes, même sur la Bretagne, ces trains auto-couchettes ont disparu. Il ne doit plus y en avoir beaucoup maintenant. Et ça, non, ça n'existe plus du tout. On parle beaucoup du vieillissement de la population, on parle beaucoup de transport et des bilans carbone, mais quand vous mettez votre voiture sur le train, votre bilan carbone, il baisse. Hein. Jean-Paul, à moi une question. Est-ce que vous, en tant que médecin, voyez quelqu'un et vous dites il n'est absolument plus apte à conduire? Vous avez le pouvoir de le dire au pouvoir public ou quoi ou qu'est-ce? Est-ce que vous, en tant que médecin, vous avez déjà ce pouvoir ou pas? Je le dis pas au pouvoir public, je le dis à la personne, et on en parle avec la famille. Vous savez, les gens, j'avais un monsieur de 98 ans que j'adorais, qui était mon plus vieil utilisateur de Viagra, qui me disait, tu sais mon petit Jean-Paul, qu'est-ce que je suis content dans Clamart, ils ont mis des panneaux 30 partout, avant j'arrêtais pas de me faire engueuler, et donc vous savez, c'est délicat alors c'est sûr que ce gars-là, il allait jamais sur l'autoroute, il était d'une prudence vraiment extrême, et alors c'est sûr qu'il faudrait être certain que les gens ne voient plus, etc. Mais si on commence à faire passer des visites, il y a des gens qui sont parfaitement capables de conduire, et qui vont déprimer parce qu'ils vont perdre de l'autonomie, alors que c'était des personnes qui habitaient à 2-3 km des commerces. Quand vous êtes à la campagne... Non mais Jean-Paul, c'est parce que nous sommes avec Florène qui est avec nous en studio, dont la maman a été mortellement écrasée par un octogénaire, enfin de 86 ans, il y a 3 mois, et se posait la question de se dire, voilà, comment peut-on éviter tout ça en fait? Bah oui, non mais bien évidemment, des cas comme ça sont absolument dramatiques, mais si on prend effectivement des cas particuliers dramatiques comme ça, vous avez des tas de personnes qui sont bien plus jeunes que ça et qui sont infiniment plus dangereuses que des personnes âgées, malheureusement. C'est sûr. Florène veut réagir. Écoutez, pardon, Jean-Paul. Le gars qui a cartonné les 4 randonneurs. Ah bah oui, non mais c'est sûr. C'était une personne qui était dans la force de l'âge. Qui avait 50 et quelques années. Jean-Paul, Florène voudrait commenter. Oui, en fait, bonjour, enchanté Jean-Paul. En fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que on n'est pas des cas isolés. C'est qu'en fait, tapez personne qui se fait renverser sur Google et vous allez voir le nombre de personnes. Alors, on est rangé dans la case faits divers, c'est vrai. Mais en fait, non, on n'est pas des faits divers. Et pour réagir aussi à ce qui a été dit, il est hors de question de retirer le permis à des personnes qui sont capables de conduire. Il est juste question de dire, si vous n'êtes plus capable de conduire, ne conduisez pas, mais on vous trouve des solutions. Il existe déjà des solutions, mais je suis d'accord, il faut aller en chercher d'autres. Pour ce monsieur qui voulait qui accompagne sa fille tous les jours au collège, mais hors de question de lui retirer son permis s'il est capable de conduire. Oui, bien sûr. On va pas enlever son permis aux personnes qui peuvent conduire. Mais évidemment. Oui, mais il va y avoir des tests, donc normés, qui vont décider ou pas si vous allez pouvoir ou pas conduire. Et peut-être que ce monsieur de 75 ans, il va en rater un. Et peut-être qu'on va lui enlever. Mais mettons-nous autour de la table pour savoir ce qu'on met dans les tests. On n'en est pas là. Oui, là, on est en train de dire il faut faire des tests. Donc, première étape, il faut faire des tests. Ok, pour sauver les gens, il faut faire des tests. Deuxième étape, pas fait ses preuves. Et c'est là où je vous dis que moi, j'ai trouvé des preuves qui démontrent que ça fonctionne. Il n'y a aucune étude qui dit que c'est cette mesure-là qui a fait baisser. Et en tout cas, parce qu'il n'y a aucune étude. Parce qu'il n'y a pas d'études. Mais faisons ces études. Mais non, et croyez bien, je suis désolée, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études. Et en fait, même si c'est pour faire 2 km, ma mère est morte devant chez nous. La personne qui a renversé ma mère, si ça se trouve, elle habite à 300 mètres de chez moi. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et donc en fait, pour aller faire ses courses, cette personne, elle est allée acheter des pâtes, elle est revenue, elle a tué quelqu'un. Je suis désolée, on a les moyens d'empêcher ça. Juste, mettons en œuvre tout ce qu'on peut pour empêcher de nouvelles personnes de mourir et aussi de mettre un terme à la vie de cette personne qui a tué quelqu'un à 86 ans.
Merci en tout cas, Florène Julian, d'avoir été avec nous. Nous, on fait des ateliers de la mobilité, justement, pour savoir si on est toujours apte à conduire, découvrir les nouveaux panneaux, etc. Vous allez sur notre site, c'est gratuit, il y a des tests, allez-y et profitez-en. Ça, c'est très bien, ça, par exemple. Merci beaucoup, Florène Julian, d'avoir été avec nous, un membre du collectif Sauver des vies, c'est permis. Merci à Jean-Paul Hamon. Merci, Christian, de nous avoir appelés. Merci, Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France. Vous pouvez rester, bien entendu, avec nous. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Ça, c'est pas Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Alors, on a plein de sujets aujourd'hui. On parlait de ce permis automobile il y a quelques instants, avec une filière du service auto qui recrute des jeunes, et ça, c'est une très bonne nouvelle. On va en parler avec Dominique Fèvre-Pierret, qui est avec nous, délégué général de l'Association nationale pour les formations automobiles. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être avec nous. Une filière, effectivement, un secteur qui recrute, on ne le sait pas assez, et c'est bien de venir en parler. Tout à fait, donc c'est l'ensemble des métiers de service autour des 4 véhicules, auto, moto, camion et vélo. Et donc on a tous les ans une augmentation de jeunes en formation. Et ça a été le cas à la dernière rentrée, puisqu'on dépasse les 70 000 jeunes en formation. Alors, les formations, donc c'était plus 4% au nombre d'entrées de la rentrée 2023. Quels sont les métiers les plus demandeurs de main-d'œuvre dans ceux pour lesquels vous formez? Parce que qui dit formation dit emploi en face. Emploi en face, c'est ça. Donc, on est là principalement sur le métier de mécanicien automobile. Mécanicien également du camion. Et puis, les métiers de la carrosserie et de la peinture. D'accord. Qui embauche le plus. C'est quoi les types de formations? Parce qu'on peut arriver dans cette formation sans diplôme, sans avoir jamais touché un moteur. Vous ne pouvez pas effectivement travailler dans un atelier sans avoir une certification. D'accord, c'est ça. Qui vous rend autonome pour intervenir sur un véhicule. On l'a évoqué, des questions de sécurité pour chacun des conducteurs. Donc vous avez énormément de diplômes d'État, du CAP, du Bac Pro, du BTS. Et puis, au niveau de la branche, on a créé nos propres diplômes de spécialisation et qui permettent une insertion vraiment très, très efficace. Mais on arrive chez vous, par exemple, en formation, on peut arriver sans rien connaître à la mécanique. Ça, c'est intéressant. La différence entre, finalement, le CAP, le brevet, c'est quoi les différences? Alors, le CAP et le bac, en fait, ce sont vraiment les diplômes d'entrée dans la profession. En fait, on va vous donner les bases pour pouvoir ensuite poursuivre. Ensuite, sur combien de temps? Alors, CAP, en moyenne? Alors, CAP 2 ans, Bac Pro 3 ans. D'accord. Mais vous pouvez articuler les deux pour passer votre CAP au bout de 2 ans de formation de Bac Pro. Alors, il y a aussi l'alternance qui a le vent en poupe chez vous. Ah, complètement. Oui, alors nous, l'alternance, c'est vraiment une mesure auquel on croit. Elle est excessivement efficace en termes de réussite aux examens, mais également d'insertion. Donc là, on a dépassé la barre des 40 000 alternants. Et plus 6,2% l'an passé. Exactement, oui. Donc, on est très satisfait de ce résultat puisque nos métiers sont en tension. Et c'est pas trop dur pour trouver des entreprises dans l'alternance pour les alternants, parce que beaucoup dans d'autres métiers se plaignent de ne pas arriver à trouver d'entreprise. Alors nous, vraiment l'apprentissage, ça fait partie en fait de la culture des chefs d'entreprise. Donc en fait, ils ont été eux-mêmes formés en apprentissage, et donc pour eux c'est naturel que d'embaucher des jeunes et de les former également à ces métiers. Et ça change tout finalement sur l'expertise. Mais complètement. C'est-à-dire qu'un jeune qui est formé en statut scolaire n'aura pas du tout la même autonomie dans un atelier qu'un jeune qui est formé en apprentissage. Le jeune formé en apprentissage, il a déjà les codes de l'entreprise, il a déjà ces notions de temps, de réparation qui sont indispensables pour être autonome en atelier. Et un métier à la clé direct derrière, une embauche souvent aussi. Une embauche, tout à fait, et souvent en CDI. Le plus souvent en CDI, ce sont des métiers qui sont au plus proche des jeunes. Faut pas l'oublier, en fait, on a un maillage territorial extrêmement important. Donc voilà, chaque jeune peut trouver un centre de formation d'apprentis, un lycée professionnel pas très loin de chez lui. Et quels sont les profils des entreprises qui prennent des alternants? C'est plutôt le petit garage au coin de la rue qui vous fait vidange, filtre et les pneus, ou c'est carrément l'usine Stellantis ou Renault? Alors, effectivement, ou Toyota, comme il y en a en France. Il y a 50 ans, c'était beaucoup les petites entreprises. Mais vu les besoins de main-d'œuvre, en fait, toutes les entreprises s'y sont mis. Et la filiale de Stellantis aussi. Et donc, toutes les entreprises, en fait, aujourd'hui, veulent embaucher des jeunes parce qu'ils ont du mal à recruter. On a quand même 15 000 mécaniciens non pourvus. Donc, c'est quand même énorme. Donc, voilà, il faut vraiment former pour pouvoir ensuite embaucher. Alors, les formations évoluent forcément avec la voiture. Ceux qui ont été formés il y a quelques années doivent être formés sur l'électrique, par exemple, sur la technologie qui change. Est-ce qu'on peut revenir après, se reformer chez vous?
Alors nous sommes un secteur qui est tout le temps en évolution. Oui. L'électronique est rentrée il y a 20 ans. Oui. Là, maintenant, toutes les voitures sont multiplexées. Exactement. Le digital est dans la voiture. Demain, c'est le véhicule électrique, parce que c'est vrai qu'en termes de maintenance, les véhicules électriques, c'est uniquement 2% du parc. Donc, c'est pas ce qui va occuper un mécano dans un atelier. Mais demain, oui, forcément, les véhicules électriques vont prendre de l'importance. Et les jeunes qu'on forme aujourd'hui vont devoir intervenir sur tous les véhicules thermiques, électriques, voire d'autres motorisations. Ouais. Et donc, forcément... Hydrogène, par exemple? Alors, plutôt pour le poids lourd aujourd'hui, Oui. mais effectivement, on peut imaginer que des véhicules utilitaires se mettent également à l'hydrogène. Donc, il y a quand même une tradition également de formation pour les salariés dans les ateliers. Donc, les efforts de formation des entreprises se portent vers les jeunes, mais aussi vers leurs équipes. Alors, métier en tension dit peut-être meilleur salaire qu'il y a quelques années dans ces filières. Oui, tout à fait. On attire le jeune avec l'image de l'entreprise, mais aussi avec un bon salaire. Alors, il y a plein de facteurs pour garder les jeunes. En fait, il y a une volatilité qui est nettement plus importante qu'il n'y a serait-ce que 10 ans. Donc, effectivement, il y a le salaire, mais il y a aussi les conditions de vie au travail et l'ambiance dans les ateliers. Donc, tout ça, ça forme un tout pour vraiment fidéliser les jeunes. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous êtes majoritaire en plus ce soir dans le studio de Sud Radio. Il y a de plus en plus de filles qui font des formations mécaniques, carrosserie, etc. Oui, tout à fait. Donc nous sommes très fiers de cette dernière rentrée, puisqu'effectivement il y a eu un boom, pratiquement plus de 20% de jeunes filles en formation. Sur quel métier exactement? Alors, traditionnellement, elles venaient beaucoup sur la vente et les fonctions sur port. Ouais. Et là, la belle nouvelle, c'est qu'effectivement, elles viennent sur les métiers plutôt techniques, mécaniques, c'est bien. Et carrosserie et peinture. Et ça, c'est vraiment très très récent. Avec des méthodes. Les grilles de salaire, pour qu'on se rende compte quand on rentre finalement dans la profession, c'est quoi à peu près? Alors, dans la profession, il faut toujours faire ses preuves. Il y a la tradition. Exactement. Voilà. Donc, on va être effectivement proche du SMIC, mais très rapidement, on peut dépasser les 2000 € pour effectivement avoir une condition de vie plus agréable. Exactement. On a parlé des deux métiers pour lesquels vous formiez le plus, c'est-à-dire mécanique et thermique, on va dire, plus carrosserie. Vous avez parlé des fonctions support, de la vente, etc. Quels sont les métiers là plus, on va dire, tertiaires pour lesquels vous formez et qui sont très demandeurs? La vente? Alors, exactement. Le premier métier, c'est la vente automobile. En fait, on aura toujours besoin de vendeurs, quelle que soit la technologie. Même maintenant où on peut commander sa voiture sur Internet en cliquant, je veux telle option, telle peinture, tel machin, tel truc. Le client, quand il va venir dans le showroom, il va être beaucoup plus informé, mais il veut avoir quelqu'un en face de lui, il veut pouvoir essayer le véhicule, et donc tout ça passe par de la relation. Donc effectivement, les métiers se diversifient un petit peu. On a effectivement le Product Genius qui va vendre du rêve, qui va vendre tout ce que peut lui apporter la voiture. Mais ensuite, il y a effectivement vraiment le métier de vendeur auto qui perdure. Et ensuite, on a une diversité, une palette, comme dans tous les secteurs. La qualité, le marketing, les plateformes téléphoniques, la comptabilité, le secrétariat, l'assistanat commercial, voilà, tous les métiers qui gravitent autour de nos métiers. Alors, il y a quelques années, le mécanicien, il savait tout faire. Il savait faire de la carrosserie, il savait faire réparer des voitures. Il était plutôt multi-service. Est-ce qu'on est un peu quand même dans ce domaine-là aujourd'hui, ou c'est vraiment des métiers d'expertise pure et simple aujourd'hui? Non, on est vraiment très segmenté. Oui. C'est effectivement, en fait, pour être plus rentable, il faut effectivement être vraiment spécialiste dans son domaine. Donc, on peut pas être généraliste et faire de la mécanique et de la carrosserie. Même si les carrossiers doivent avoir des bases de mécanique, parce qu'ils vont intervenir sur des pièces du véhicule. Et donc, si vous ne connaissez pas la mécanique, c'est un peu gênant. Vous disiez qu'il y avait un manque de 15 000 mécaniciens en France. On peut espérer résorber ce manque, parce que 15 000, c'est quand même énorme. Oui, et il y a quand même 6 millions de personnes au chômage. Oui, tout à fait. Alors nous, on s'y emploie. On vient de passer la semaine des services de l'automobile pour effectivement attirer des jeunes et des moins jeunes, des personnes en reconversion. Ça se fait de plus en plus. On a un site dédié, métiers et services automobiles, où les jeunes les jeunes et les demandeurs d'emploi vont pouvoir découvrir nos métiers. Donc on incite tout le monde à aller dans les centres de formation
pour aller voir en quoi consiste le métier, parce que ce sont vraiment des métiers d'avenir. Il y a vraiment beaucoup de promotions internes. C'est-à-dire que si vous avez des velléités de devenir encadrant, là c'est très facile, parce que on a beaucoup de personnes en responsabilité qui vont partir demain à la retraite, donc il va falloir les remplacer. Donc vous pouvez faire carrière soit sur la technologie, soit vers de l'encadrement et plus de responsabilités. Et puis il y a surtout, pourquoi pas reprendre un garage. C'est ça. Et, voilà. Et puis il y a tellement de métiers qui se créent au fur et à mesure qu'une fois qu'on est dans la filière, c'est plus facile. Merci beaucoup Dominique Fèvre-Pierre d'avoir été avec nous, délégué général de l'AFNA, l'ANFA, l'Association nationale pour les formations automobiles. Dans un instant, on va revenir sur la dashcam. Est-ce que vous avez déjà vu alors c'est très beau, on l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux avec les Russes. Oui. Mais c'est peut-être une nouvelle tendance aujourd'hui, ce qui vous permet en tout cas de filmer tout ce qui se passe à l'extérieur de votre voiture. On en parle dans un instant, tout de suite. Nous, avec Philippe David, tout est filmé chez nous. Vous le savez, hors antenne, à l'antenne, tout est filmé. Ah oui. Et ben moi, en voiture aussi, tout est filmé. Oui, oui, ça s'appelle la dashcam, qui devient extrêmement tendance. Pascal Chevalier est avec nous, directeur commercial Europe de Nextbase. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter dans votre émission. Avec plaisir. Alors déjà, vous allez nous expliquer exactement ce que c'est qu'une dashcam, à quoi elle sert, si elle est autorisée, enfin à quoi ça sert, enfin voilà, tout ce que vous savez exactement. Très bien. Écoutez, effectivement, donc en français dans le texte, une dashcam, c'est une caméra embarquée qu'on utilise en fixant dans le véhicule sur le pare-brise à l'avant et que l'on branche sur une prise 12 volts ou une cigare. Et en fait, c'est un dispositif d'enregistrement qui fonctionne avec une carte SD et va vous permettre d'enregistrer la route devant vous et parfois même aussi derrière vous quand vous vous équipez d'un dispositif avant et arrière. Et elle va enregistrer ce qui se passe sur la route et tout incident qui peut vous arriver sur la route grâce à un petit capteur gyroscopique. Cette caméra va verrouiller les fichiers que vous allez enregistrer, qui sont des fichiers, des boucles vidéo de 1, 2, 3 minutes au choix. Elle va verrouiller cette boucle vidéo pour la conserver et vous permettre de la produire auprès des assurances, des autorités quelles qu'elles soient, police, c'est ça. Des autorités quelles qu'elles soient, voilà, exactement. Et ça se monte un peu comme on avait à l'époque où il y avait les GPS nomades qu'on mettait sur une ventouse fixée au pare-brise, où ça peut se monter, parce qu'en préparant l'émission, on a vu, il y a des gens qui les montent sur les rétroviseurs extérieurs. C'est quand même assez... Vous pouvez nous expliquer pourquoi il en faut plusieurs pour tout voir ou comment ça se passe ? Alors personnellement, moi, j'ai jamais vu de dispositif monté sur un rétroviseur extérieur. Non plus. J'en ai vu là. Chez Nextbase, les caméras sont totalement dédiées à être installées juste derrière le rétroviseur intérieur, dans le meilleur des cas, et avec une caméra à l'arrière sur la lunette arrière. Elles sont reliées avec un câble filaire entre les deux, voilà. Mais en fait. Tout ça se passe effectivement dans l'habitacle du véhicule. Yves Cara, il y a beaucoup de cyclistes qui utilisent les dashcams et qui les mettent sur les réseaux sociaux pour montrer dénoncer, les incivilités. Voilà, pour monter les incivilités. Faut le faire, les automobilistes aussi. Allons-y, parce qu'il y en a dans tous les sens. Mais est-ce que ça vaut de preuve ? C'est ça qui est intéressant. Pour les assurances, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça vaut preuve, Pascal Chevalier ? Alors, c'est un commencement de preuve et en réalité, ce qui se passe, c'est que vous pouvez tout à fait accompagner votre information auprès de l'assureur avec la vidéo pour apporter une meilleure compréhension de ce qui s'est produit sur la route, d'un accident, d'un incident, d'un accrochage, justement pour gagner du temps dans la résolution du dossier, dans l'avancement du dossier. Et parfois, vous avez des assureurs qui sont prêts à vous faire une remise commerciale si vous équipez d'un dispositif de sécurité comme celui-là. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que si vous pouvez prouver votre bonne foi sur la route, parce que par exemple vous n'avez pas grillé un feu rouge et que vous avez un accident à un carrefour, ou que quelqu'un a grillé un stop, etc. En réalité, vous allez surtout économiser de l'argent en réduisant le coût de votre prime d'assurance. Clairement, elle ne va pas augmenter, vous ne serez pas malucé, et c'est là l'intérêt du dispositif. Mais c'est vous qui déclenchez la caméra ou elle enregistre en permanence ?
Elle enregistre en permanence quand vous roulez. Dès que vous mettez le contact, elle se met à enregistrer. Et effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un petit capteur gyroscopique qui va ressentir un petit peu les effets de la route. Donc, si vous accélérez trop fort, vous freinez brutalement, que vous prenez un virage un peu trop serré, ou que vous êtes percuté, que vous percutez vous-même, alors la caméra va automatiquement verrouiller une séquence vidéo qui va être de 10 secondes avant l'impact et de 20 secondes après l'impact, soit 30 secondes de vidéo pour pouvoir prendre en compte l'accident. 30 secondes, c'est assez long. Mais ça veut dire qu'elle peut se retourner contre vous, la vidéo, en fait. C'est-à-dire que si on sait que vous avez une dashcam, on va quand même chercher dans cette caméra si c'est vous qui percutez quelqu'un. Alors, bon, après, on le voit sur la route, effectivement, si vous êtes responsable ou pas, si c'est vous qui percutez. Mais effectivement, les autorités, c'est à charge et à décharge. Les autorités peuvent tout à fait saisir votre caméra et regarder ce qui s'est passé, à combien vous rouliez, etc. Donc là, il n'y a pas de secret. C'est très clair, ça se voit sur la vidéo. Ça peut servir aussi pour contester un PV quand il est contestable. S'il y a une caméra à un feu rouge, vous êtes passé au vert et puis pour X raisons, vous avez été bloqué au milieu parce qu'il y a un vélo qui est tombé et puis il s'est relevé, il est parti, et vous étiez là et vous prenez le flash. Vous prenez la caméra, vous dites, nous on le fait beaucoup avec nos membres, regardez, je suis passé au vert, mais l'incident a fait que... Donc ça peut être vraiment très très bien. Mais en préparant l'émission, j'ai vu le cas d'un automobiliste qui a été accusé par 4 jeunes qu'il avait doublé à peu près à 170 à l'heure de leur avoir fait une queue de poisson, et le type a montré ce qu'il y avait dans la dashcam aux gendarmes, qui nous dit, écoutez, vous êtes totalement innocent, vous pouvez repartir. C'est vraiment, ça peut être très utile dans ce cas de figure, parce qu'il avait 4 témoins contre lui, ça aurait été compliqué sans dashcam, non ? Mais clairement, effectivement. Donc là, vous avez un témoin objectif de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, que vous pouvez produire très très facilement ou aux autorités compétentes, police, gendarmerie, ou à votre assureur quand il y a un accrochage et qu'il s'agit de débourser de l'argent, naturellement. Donc là, oui, véritablement, la dashcam, en plus, elle apaise les tensions, véritablement, dans un accident. Dès qu'on évoque le fait que la séquence a été filmée, que l'incident a été filmé, généralement, on a des gens qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus attentifs à la suite des événements, et c'est important aussi en termes de relations. C'est toujours un peu, il y a un côté émotionnel dans un accident. On n'est jamais content, d'autant plus quand on est responsable. Et effectivement, il faut éviter les débordements. Et je pense à un autre exemple que notre service juridique a traité, qu'on traite assez régulièrement. Vous êtes à un feu et pour laisser passer un véhicule d'urgence, vous avancez un peu, vous mettez sur le côté. Vous pouvez être verbalisé pour ça s'il y a une caméra, ou même s'il y a un policier qui considère que vous êtes passé alors que c'était pas pour laisser la place aux véhicules prioritaires, de secours. Si vous avez la caméra, là au moins pour nous c'est plus facile, parce qu'après on est obligé de retrouver le trajet des véhicules, on le fait. Mais là par exemple ce serait beaucoup plus facile pour nous et on économise effectivement beaucoup d'argent. Il y a un secteur qui multiplie les dashcams, c'est le transport routier. Est-ce que ça a une influence sur la sécurité, notamment pour les poids lourds ? Je ne vais pas vous dire le contraire. Les poids lourds sont effectivement consommateurs de ce type de dispositif. Ils le seront de plus en plus. On en a équipé. Et effectivement, les gros rouleurs sont beaucoup plus exposés, sont surexposés que nous-mêmes, qui sommes parfois tenus de prendre le véhicule pour aller travailler, pour rentrer à la maison. Mais quand on est tous les jours sur la route, on est confronté à des situations totalement ubuesques des fois, et il faut se prémunir. La plupart du temps, une caméra est bienvenue pour justement démontrer ce qui se passe sur la route, quoi. Alors on n'a pas le droit de faire la publicité de ce qui se passe. On n'a pas le droit de faire la publicité sur les réseaux sociaux. Il y a un cadre qui est trop clair là-dessus, de ce qu'on observe, etc. Avec le fait de pouvoir reconnaître des gens, d'identifier des plaques d'immatriculation, etc. Ça, c'est pas possible. Par contre, on peut les flouter. On peut se débrouiller pour flouter et effectivement les montrer si on le souhaite. Mais c'est pas l'objectif premier de la caméra, naturellement. Ouais, après il y a toujours des dérives, malheureusement. Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Alors, l'entrée de gamme va se situer autour des 80-90 euros chez nous, et puis on va jusqu'à 350 euros et plus selon les dispositifs que l'on recherche. La qualité de la vidéo, un certain nombre de fonctionnalités additionnelles qui apportent du confort, de la sécurité supplémentaire. Mais est-ce que ça pose pas une question ? Allez-y. Oui, parce que donc par exemple, nous sur nos caméras, à un certain niveau de prix, dans la zone des 180 euros et plus, on propose aussi une fonction urgence SOS qui, donc la caméra est connectée en Bluetooth à votre téléphone. Et s'il vous arrive un pépin sur la route et que vous êtes inconscient ou que vous ne répondez pas, alors la caméra envoie automatiquement un appel vers les secours.
Donc on a un intégrateur européen qui s'occupe de récupérer les appels et de les transférer au service d'urgence les plus proches. Comme on a votre localisation et votre direction, c'est exactement où vous trouvez. Et donc on peut vous apporter assistance. Est-ce que ça pose... c'est exclusif de la marque Nextbase. Hein. Est-ce que ça pose pas question, notamment pour les transporteurs, les chauffeurs routiers qui sont des salariés, sur l'espionnage sur le lieu de travail, parce que votre patron il peut regarder en temps réel à quelle vitesse vous roulez, si vous roulez prudemment, etc. Non. Là, le dispositif, c'est un dispositif qui prend l'information là où elle se trouve, dans la cabine du chauffeur, mais il n'y a pas il y a aujourd'hui pas de monitoring à distance pour surveiller ce qui se passe dans le véhicule. Alors ça va venir, c'est sûr. Hein, ça va venir. C'est pour ça. Et là, est-ce que c'est légal par rapport au code du travail? Oui, ça c'est un autre. Ah, je pense qu'il faut en avertir le salarié naturellement et avoir son accord. Mais là, ce sont des discussions d'entreprise, j'ai envie de dire. Mais ensuite, il faut. Oui, je pense que. Allez-y, pardon. Non, oui, donc je pense que c'est quelque chose qui viendra, cette technologie-là de monitoring, de piloter les choses à distance, de faire fonctionner une caméra dans les deux sens, de récupérer de l'information et de pouvoir en passer également. Ça va arriver très très vite. Et on décharge les images tous les soirs comment on stocke? Pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, les images dont vous n'avez pas besoin quand la carte SD est pleine, en fait, elles s'effacent automatiquement. On réinscrit de la vidéo par-dessus. Et donc, en fait, on a un système d'effacement automatique et de réinscription de vidéo automatique. Et mis à part les séquences qui sont réputées particulièrement délicates. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une accélération brutale, un choc, quelque chose comme ça. Là, les séquences vidéo sont totalement isolées et elles ne sont pas effacées. Ce qui vous permet de les récupérer plus tard, d'ailleurs, tout simplement. Après, si vous avez un produit connecté avec une application, un smartphone, vous pouvez récupérer tout ça sur votre téléphone directement en temps réel. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci beaucoup Pascal Chevalier, directeur commercial Europe de Nextbase. Les dashcams, très tendance dans les voitures. Merci beaucoup d'avoir été... En plein boom, merci. En plein boom, exactement. Faites pas trop de boom. Bien entendu, merci beaucoup Yves Cara d'avoir été avec nous, porte-parole de Mobilité Club France. Merci Florène Julien, membre du collectif Sauver des vies et c'est permis, exactement. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Dominique Fèvre, Pierre était avec nous, délégué général de l'Association nationale pour la formation automobile, mon cher Philippe. À 20h02, l'essentiel de Sud Radio, à 20h le flash, juste avant Sud Radio à votre service. On se retrouve demain 17h, Cécile. Absolument, et on remercie notre équipe, on vous embrasse, passez une belle soirée, salut. Et merci à Jean-Marie Bordry aussi.